Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. La communauté internationale continue d'observer avec horreur ce qui se passe en Ukraine, mais il y a d'autres nouvelles qui se passent ailleurs sur la planète qui touchent le Canada, notamment le dossier de Raif Badawi qui est revenu dans l'actualité alors qu'on apprenait sa libération. Une bonne nouvelle qui a été relayée par plusieurs médias, mais attention, ces démêlés avec l'Arabie saoudite sont loin d'être terminés. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour Frédéric Tremblay. La libération de Raif Badawi, à première vue, ça demeure une bonne nouvelle, non? Ça a été perçu comme ça et j'ai eu de la difficulté à, comment je dirais, je voulais me garder une petite gêne, comme on dit, pour ne pas casser le party, particulièrement pour sa famille, sa conjointe, qui vivent ici au Québec, en Estrie, depuis quelques années maintenant, qui sont parfaitement intégrés à la société québécoise. Sa conjointe s'est même présentée pour le Bloc québécois aux dernières élections. Donc, je voulais me taire, laisser passer un peu de temps, mais je ne vois pas, moi, Frédéric, en quoi il s'agit d'une nouvelle au sens excessivement positif du terme, dans l'optique où, premièrement, Badawi a purgé l'ensemble de la peine prévue de 10 ans, et même plus, il aurait dû être libéré un peu avant, en février. Deuxièmement, il doit payer maintenant une amende de 350 000 $. Ça, j'ose croire qu'il y aura un certain mouvement de solidarité financier à cet effet-là. Ça ne devrait pas être trop un problème, mais quand même. Troisièmement, il ne peut travailler dans les médias, qu'ils soient traditionnels ou sociaux. Et quatrièmement, alors que c'était son job, c'était un blogueur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été emprisonné. Et quatrièmement, Frédéric, tu l'as dit, essentiellement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour ramener Badawi? La réponse, c'est que ça va être drôlement difficile parce qu'il doit passer les 10 prochaines années, encore une fois, en Arabie saoudite, c'est-à-dire son enfer sur terre, sauf si il obtient la grâce royale, chose qui n'est pas nécessairement évidente à obtenir. On peut dire donc que la réalité rattrape encore Raif Badawi et sa famille et que ça nous indique qu'encore une fois, malgré toutes les prises de parole, les demandes, l'Arabie saoudite demeure souveraine dans sa manière d'appliquer la justice. Oui, puis tu vois, moi, c'est ce qui me fâche aussi dans cette affaire-là. On en parlait lorsqu'on parlait d'Ukraine récemment ensemble, l'espèce de faiblesse du droit international. Il faut savoir qu'en 1997, le 23 septembre pour être précis, l'Arabie saoudite a ratifié la Convention internationale sur la torture et les actes et traitements inhumains et dégradants. Donc, ce pays-là a accepté de se joindre à la communauté internationale pour dire la torture, ça suffit. Alors, rappelons-nous que Badawi a été condamné à 1000 coups de fouet. Finalement, il en a reçu seulement 50 parce que la communauté internationale s'est offusquée. Mais reste qu'on voit encore une fois la faiblesse du droit international. On viole des instruments auxquels on a nous-mêmes adhéré. Il n'y a absolument aucun recours possible ici. Donc, il reste, comme je le disais, la grâce royale, c'est-à-dire, passe-moi l'expression, aller faire de la génuflexion devant la famille, cette même famille royale, en lui demandant de rapatrier Badawi. Or, en 2018, je sais pas si tu te souviens de ça, mais le gouvernement Legault avait critiqué du bout des lèvres cette même Arabie pour son traitement de la sœur, notamment de Raif Badawi, qui était aussi emprisonnée à peu près pour les mêmes motifs à l'époque. Or, qu'est-ce qui est arrivé? L'Arabie saoudite a coupé toutes les relations commerciales et économiques avec le Canada, nous a renvoyé notre ambassadeur, a dit « Moi, je veux plus rien savoir de vous ». Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire avec ça? C'est que oui, il y a une possibilité, et je le souhaite évidemment très fortement et ardemment, comme tout le monde, ça va de soi, mais le jeu est excessivement délicat et sensible ici, parce que je suis assez convaincu que Justin Trudeau ne veut pas se mettre l'Arabie saoudite à dos une deuxième fois, ce qui est particulièrement triste, encore une fois. Pourquoi? Parce que ça démontre que les droits humains passent après et non pas avant toutes les formes de considérations économiques et commerciales. Et que déjà en diplomatie, en relations internationales, on a déjà les mains assez pleines avec ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le Canada pourrait faire de plus pour faire bouger les choses avec les facteurs que tu nous as expliqués, l'aspect économique, disons, et l'aspect pétrolier, disons, le gros bout du bâton. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut espérer du Canada dans une situation comme ça? Moi, je m'attends à, pour être honnête, là, je ne pense pas que ma réponse soit cynique. Tout ce que le Canada pourra faire, c'est d'entreprendre des pourparlers doucement, très, très, très doucement, lentement, avec le régime. Et il y aura peut-être un jeu de
de tractation. Malheureusement, encore une fois, on sait qu'on a vendu et qu'on vend encore des armes en Arabie Saoudite, qui est notre deuxième partenaire d'affaires au Moyen-Orient. Donc peut-être que ça peut être une espèce de jeu de, comment je dirais, de gratte mon dos, je gratterai le tien, là, pour la traduction très mauvaise de l'expression anglaise, mais c'est à peu près la seule chose que je peux voir. Et je le répète, la dernière fois qu'on a osé critiquer un mini tant soit peu le régime, on s'est ramassé avec une catastrophe diplomatique. Donc, à part ce que je viens de dire là, je ne vois pas trop. Et moi, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup les amnisties internationales de ce monde, évidemment. Mais quand ils disaient, bon, victoire, vendredi dernier, on continue. Moi, pour moi, quand quelqu'un purge sa peine au complet, je suis désolé, mais je vois pas la victoire, surtout quand cette peine-là est basée sur le fait d'avoir simplement exercé une liberté d'expression qui était franchement nécessaire à ce moment-là. Parce que lorsqu'on observe rapidement ce qui s'est passé dans les cas récents, bien sûr, Raif Badawi, j'ai une pensée pour les deux Michael qui étaient en Chine, André Gauthier qui était aussi pris à Dubaï, on s'aperçoit qu'à chacun de ces cas, le Canada, finalement, avait très peu d'influence dans ces dossiers. André Gauthier peut-être un peu plus, mais pour les deux autres, là, face aux géants comme l'Arabie Saoudite ou la Chine, on n'a pas vraiment de pouvoir de grippe. Ah non, mais ça, tu as absolument raison à 2000%. L'affaire des deux Michael qui s'est passée qui s'est terminée, entre guillemets, là, cet automne, donc tout récemment, l'a démontré encore une fois. Pourquoi? Parce que le Canada avait été un peu le porteur d'eau des États-Unis, en quelque sorte, face à la Chine, et ça a été des représailles très, très, comment je dirais, claires et nettes de cette même Chine face à un Canada qu'elle n'aime pas beaucoup actuellement. Et est-ce que l'Arabie Saoudite maintenant aime mieux le Canada qu'elle l'aimait en 2018 lorsqu'elle a, c'est fort quand même, là, renvoyer l'ambassadeur chez lui, puis tout ce qu'avait fait Trudeau, c'est dire que ça n'avait pas de sens d'emprisonner Madame X, Madame Y pour des revendications féministes. Là. Je veux dire, c'était pas, il y avait rien de très très révolutionnaire dans ce que dit Trudeau, et pourtant ça lui a coûté en fait assez cher d'un point de vue diplomatique. Donc moi je pense que tu as absolument raison. Encore une fois, tout sera un jeu de tact, de doigté et de contexte aussi. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait faire valoir d'un point de vue commercial qui pourraient nous aider? Peut-être, mais encore une fois, c'est mon côté un petit peu plus puriste et théoricien qui entre en ligne de compte, d'échanger, et je dis ça comme ça, des armes en échange justement de droits humains. À titre personnel, je trouve ça assez épouvantable, mais ça reste peut-être la seule option possible. J'aimerais qu'on termine la chronique incontournable avec la crise ukrainienne. Hier, le président Zelensky s'est adressé aux députés de la Chambre des communes. C'est un moment spécial. On a vu que les députés se sont tous levés. Ils portaient tous un petit bandeau, quelque chose sur le E en symbole ukrainien. Mais qu'est-ce que ça peut provoquer? Qu'est-ce que ça peut donner au final, cette prise de parole du président? Et aujourd'hui, ça sera devant les élus américains. Qu'est-ce que ça donne, ces exercices? C'est une expression anglaise, mixed emotions, s'applique ici pour moi, là, des espèces d'émotions confuses, contradictoires. C'est un beau moment, cette solidarité Ukraine-Canada. La Chambre des communes était pleine à craquer, on l'a vu. Tous les partis étaient d'accord. Trudeau, qui connaît bien Zelensky, lui a rendu un bel hommage. On voyait cette espèce de fraternité, ce volet absolument humaniste, moi, qui m'est allé droit au cœur. En fait, je vais être honnête avec toi. Puis en même temps, qui m'a fâché. Et pourquoi ça m'a fâché? Parce que ça témoignait toute l'impuissance actuelle des forces occidentales. C'est dommage, là, mais à l'heure où on se parle, l'Ukraine est ni plus ni moins que l'agneau sacrifié. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et ce que Zelensky faisait hier, c'était essentiellement un cri du cœur. Oui. Venez nous aider, parce que si vous nous aidez pas, Poutine ne va pas s'arrêter après nous être passé sur le corps. Il va aller plus loin. Il va aller en Pologne, il va aller en Moldavie, il va aller en Roumanie. Donc, faites quelque chose. Bannissez les corridors aériens, mais aidez-nous. Et tout ce qu'on trouve à dire, c'est oui, on est avec vous, lâchez pas, puis on vous envoie de l'aide humanitaire et des armes, mais on n'ose surtout pas débarquer. Et je comprends la timidité de l'OTAN, je comprends les interrogations à ce niveau-là. On a peur, évidemment, que Poutine y aille avec le grand jeu. Ça va de soi, mais reste que ce cri du cœur-là, moi, est venu me chercher très, très fortement, et ça témoigne, encore une fois, et je boucle la boucle avec ça, Frédéric, de la faiblesse du droit international, parce que tout le monde sait
que l'invasion russe actuellement viole l'ensemble des conventions applicables en matière de droit de la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Ben absolument rien. Le droit international n'est absolument d'aucune utilité au moment où on se parle, et ça, c'est franchement désolant. Et on verra si le discours devant les élus américains peut-être fera bouger les choses différemment. Frédéric Bérard, toujours intéressant. On vous reparle la semaine prochaine. Un grand plaisir. Merci. Bye bye.